Bonjour à tous, je suis Émilie et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de La Page Blanche. La Page Blanche, c'est un podcast dans lequel j'invite des auteurs de tout horizon à parler d'écriture, de leur parcours et de leur processus créatif. Mon but, c'est de raconter deux histoires, celle d'un roman bien sûr, mais aussi celle de l'écrivain. On en profite pour discuter du métier d'auteur, un métier qui est certes passionnant mais qui n'est pas toujours évident. Ensemble, on parle de livres, d'édition, des joies et des doutes de l'écrivain, et j'espère ainsi partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une autre vision de l'écriture. Aujourd'hui, je reçois Caroline Kogan, l'auteure des Heures solaires, qui est un magnifique roman dont j'avais vraiment envie de vous parler. Après des études de lettres et plusieurs expériences dans le domaine du marketing et de la communication, qui finalement ne lui plaisaient pas vraiment, Caroline effectue un virage à 180 degrés et se reconvertit pour devenir graphiste. Un métier créatif et plus épanouissant qui lui permet aussi d'écrire à côté. Les Heures solaires, c'est son deuxième roman et c'est une histoire très riche tant sur le fond que sur la forme. On a beaucoup discuté ensemble des thématiques du roman qui, vous le verrez, sont des sujets vraiment universels. La famille, l'héritage, l'amitié, le poids des secrets et des fantômes du passé. On est revenu aussi sur l'écriture de son tout premier roman et sur sa rencontre avec son éditrice actuelle et sur le regard bienveillant de cette dernière sur son travail. J'étais vraiment ravie de la rencontrer et de m'entretenir avec elle parce que Caroline est une personne aussi lumineuse que ses mots. J'espère que l'entendre vous donnera sincèrement envie d'ouvrir son roman. Je dois dire que Les Heures solaires est une de ces lectures qui vous marque durablement du moment où vous en refermez la dernière page. Bon, vous l'aurez compris, je suis personnellement totalement conquise. Et je crois d'ailleurs que ça s'entend un peu dans cet entretien. J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Caroline Kogan. Bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'avoir accepté mon invitation dans la Page Blanche. On est là aujourd'hui pour parler de votre deuxième roman, Les Heures solaires, qui est sorti au mois de janvier dernier chez Stock. Alors Les Heures solaires, c'est l'histoire de trois femmes de trois générations différentes. On suit tout d'abord le personnage de Billy, qui est une artiste parisienne qui prépare une exposition, mais qui reçoit un coup de fil qui lui annonce le décès brutal de sa mère Louise, qu'elle n'avait pas revue depuis des années. Et dès lors, Billy va devoir affronter son passé en revenant dans le village de V, où elle a grandi et qu'elle avait fui des années auparavant. Pour commencer, j'ai envie qu'on s'attarde un instant sur la séquence d'ouverture du roman, un prologue à la première partie, qui plante le décor d'une manière que j'ai trouvée très juste et très intéressante. En à peine quelques pages, vous esquissez vos thèmes, tandis que Billy, elle, travaille un portrait au fusain. Il fait nuit, Billy est seule dans son appartement. Il y a cette vue plongeante depuis sa fenêtre sur le Père-Lachaise, la vue sur les tombes, sur les morts, sur la statue d'une femme à genoux. Puis il y a ce coup de fil qui va tout changer. Il y a aussi la rivière, celle dans laquelle Louise a été retrouvée morte, l'évocation de l'eau, de la peau bleue du corps des noyés, et tous ces éléments en fait préparent subtilement le lecteur à ce qui va arriver par la suite. D'emblée, on a tous les éléments pour planter le décor. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, comment vous avez conçu cette séquence annonciatrice ? Alors cette séquence annonciatrice, je l'ai écrite dans un second temps. C'est pas la première scène que j'ai écrite. Et c'est vrai que j'y ai injecté, je crois, l'essentiel des thèmes du livre, puisqu'on a cette fameuse vue donc sur cette statue du Père-Lachaise, une statue d'une femme courbée sur ses deux couronnes jumelles. On comprendra quelle symbolique elles ont au cours du récit. Et c'est en effet la première chose que Billy a aperçue de cet appartement qu'elle a décidé d'acheter ensuite, cette fameuse statue qui symbolise deux âmes jumelles. Et il y a aussi cette exposition donc qu'elle est en train de préparer, une exposition au fusain, donc ce sont des portraits sombres, tourmentés. Et on verra que finalement ces portraits sont un peu à l'image de son état d'esprit elle à ce moment de sa vie. Elle travaille sur ses portraits au moment où elle reçoit cet appel qui annonce donc que Louise, sa mère, s'est noyée. Et que cette noyade est, on le verra, la répétition d'événements plus anciens. À quel moment vous avez commencé à songer aux Heures solaires ? Quelle a été justement la première image ou la première idée qui vous a inspiré pour cette histoire ? Alors Les Heures solaires, c'est une très longue histoire puisque c'est mon deuxième roman publié. Mais j'ai commencé à l'écrire il y a très longtemps, il y a un peu plus de 10 ans. Donc c'est un second roman publié, mais c'est un premier roman écrit. D'accord, ça c'est intéressant. Donc j'ai commencé à l'écrire et je l'ai mis dans un tiroir pendant quelques années.
Mais entre-temps, j'ai écrit un autre livre qui a été publié en 2014. Et les heures solaires, donc il y a 10 ans, ça a été un pur jet en fait. J'ai eu quelques semaines devant moi, un mois à peu près devant moi, et j'ai écrit chaque jour parce que j'avais ce temps-là qui était disponible. Et très vite, les 3 femmes, le portrait des 3 femmes s'est dessiné. Donc Billy, Louise, sa mère, Adèle, la grand-mère. Et dès le début, elles étaient là toutes les 3, chacune avec leur époque différente, chacune avec leur histoire. Donc on avait Billy qui grandit dans les années 70 dans ce petit village de V. On a sa mère Louise qui grandit elle aussi 20 ans avant. Et puis on a le portrait d'Adèle, la grand-mère, qu'on va découvrir à travers des lettres et qui a 16 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ces 3 histoires étaient plantées. Et la rivière et le village de V étaient là aussi. L'eau est assez présente dans mes récits. Et finalement, il y a eu un temps de maturation assez long. J'ai lu pendant quelques années des livres sur la psychogénéalogie, sur les mémoires familiales, sur les non-dits, sur ce que provoquaient les secrets dans les familles, sur les héritiers. Et après ce temps de maturation, cette réflexion, j'ai repris ces fameuses heures solaires il y a à peu près 3 ans. Et ce que j'ai fouillé, c'était tous ces petits liens qui existaient entre ces 3 femmes et puis cette rivière qui était très présente puisque les 3 femmes vont connaître 3 drames qui seront liés à cette rivière. Et elle s'est dessinée au cours du récit un peu comme un fil qui les reliait. Oui, ça c'est vrai que la rivière est un personnage à part entière et c'est comme vous l'avez dit, c'est un point d'ancrage qui relie les 3 héroïnes. Et c'est un espace double et un espace un peu trouble pour ces 3 femmes. C'est à la fois une source de réconfort quand les petites filles viennent s'y baigner en plein été, et c'est aussi l'endroit de tous les drames. Et donc, pourquoi précisément ce motif de la rivière et de l'eau ? Qu'est-ce que ça évoque particulièrement chez vous, cet élément de l'eau ? Du coup, je pose la question dans cet ordre, puisque comme vous l'avez dit, c'est un motif qui revient dans vos thèmes et qui est présent dans votre premier roman dont on parlera un peu plus tard. C'est vrai que l'eau est présente dans tous mes récits, parce que même dans mes tout premiers récits que j'ai écrits quand j'étais plus jeune, des contes, des nouvelles, des poèmes, l'eau a toujours été présente. Alors c'est un élément que j'aime et dont j'ai besoin, c'est peut-être mes origines bretonnes ou le fait que mon père était marin et qui nous a bercés avec ses histoires. Mais en tout cas, oui, j'ai une sorte d'obsession pour l'eau et on l'a retrouvée dans mon autre livre sous la forme de l'océan qui gronde. Dans les heures solaires, là, c'est la rivière. Et c'est vrai que c'est à la fois, ce que j'ai aimé, c'était toutes ces facettes qu'on trouve dans à travers cette rivière, à la fois donc celle, vous disiez, de l'enfance, de l'amitié entre Billy et Lila, donc c'est la rivière des heures solaires, des jeux, du réconfort puisqu'on est à V, dans un village du sud. On est les étés de canicule, de grande chaleur, donc ces 3 femmes vont tour à tour se baigner dans cette rivière pour y trouver, comme disait, un réconfort. Et puis c'est aussi un lieu où elles vont chercher une sorte de purification, à un moment, un lieu symbolique. Et surtout cette rivière qui peut se révéler sombre et qui est la rivière aussi des drames du récit. Ce village justement de l'arrière-pays provençal, c'était important de situer précisément dans le sud parce qu'on y sent un peu toute cette chaleur, toute la couleur des paysages. En fait, la lecture est très sensorielle, donc c'était important ce décor du sud avec tout ce que ça charrie dans l'imaginaire. Alors le sud, c'est un lieu où j'ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence. Et donc c'est une région que j'aime et en effet qui est pleine de sensations, pleine d'odeurs, de couleurs et qui laisse donc une empreinte très forte sur le corps. Donc je pense que quand j'ai commencé le récit, j'avais envie d'en parler. Et puis le village de V s'est dessiné, il était là. Et en plus, par rapport au thème du roman, je trouvais ça intéressant puisqu'on parle de la mémoire et de l'oubli. Au début, on est avec Billy, qui est un personnage qui a cette volonté d'oubli, qui s'est construite là-dessus, qui dit les choses dont on ne parle pas n'ont jamais existé. Et face à cette volonté d'oubli, il y a ce retour à V, où là, c'est toutes les sensations qui remontent. On est dans la mémoire du corps, on est dans le pur langage corporel. Et face à ça, malgré sa volonté d'oublier, elle peut rien faire, elle est submergée. Donc ce décor du Sud me paraissait très intéressant à exploiter pour ce récit, pour ces thèmes. D'autant plus que Billy étant parisienne, ça fait un aller-retour entre la ville et le village, 2 décors complètement différents, donc on opère encore plus ce retour à l'enfance et ce retour aux sources en quelque sorte. Exactement. Et donc on l'a dit, c'est un roman qui est avant tout une histoire de famille. Et c'est bien connu, toutes les familles ont leurs secrets. Et ici, ça va encore plus loin que ça parce que à travers l'histoire de Billy, de Louise et d'Adèle,
le roman pose une question qui est liée à l'héritage, à la filiation, et vous avez cité le terme à la psychogénéalogie. Psychogénéalogie qui est donc cette méthode clinique qui essaye de découvrir ce qui, chez nos aïeux, peut avoir une résonance dans notre propre histoire. Et c'est vraiment cette question qui se pose dans les heures solaires, à savoir si les secrets de famille qu'on enterre peuvent avoir un impact sur les générations suivantes. Et dans quelle mesure, en fait, on porte les erreurs et les choix de ceux qui nous ont précédés. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, comment vous en êtes venu à aborder cette thématique-là ? Alors c'est une thématique qui m'intéresse, parce que je pense que chaque famille a ses secrets, plus ou moins graves bien sûr. Et comme je vous disais, j'ai lu pas mal de choses sur ce sujet. Et puis il y avait ces 3 femmes qui étaient là, et puis il y avait ce qui leur arrivait et toutes les résonances qui m'ont fait chercher plus loin en fait. Et c'est vrai qu'en psychogénéalogie, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'à la première génération, on a un drame, quelque chose qui se passe. À la seconde génération, ce drame devient un secret de famille. Et cette génération le porte. Donc c'est Théane Ancelin qui parlait d'une crypte où on aurait un fantôme qui serait caché et qui de temps en temps voudrait émerger. Et je trouvais que c'était une belle image, parce que c'est ça, c'est les fantômes familiaux. Et donc la 3e génération et les suivantes, dans le récit c'est la génération de Billy, elle porte ce secret, elle porte ce fantôme familial, même si elle ne le connaît pas puisque c'est un secret, mais c'est vraiment son inconscient et son corps qui portent pleinement cette chose-là, ce monstre, ce que j'ai appelé ce monstre de la mémoire. Et quand elle va retourner à AV, elle va être confrontée à ce qui s'est passé quand elle était plus jeune avec son amie Lila, à la manière dont elle l'a vécu et à la culpabilité qu'elle porte depuis. Et finalement, en remontant dans ses généalogies, donc dans l'histoire de sa mère et de sa grand-mère qu'elle n'a pas connue, elle va comprendre d'où vient la source, où sont les racines du mal, et finalement, elle va comprendre que cette culpabilité qu'elle porte, c'est pas seulement la sienne, c'est aussi celle de ses ancêtres, et ça va lui faire réécrire complètement son histoire, faire face à ses propres fantômes. Et puis c'est là où je trouvais ça intéressant aussi, c'est qu'elle déconstruit toute l'histoire de sa famille pour elle se reconstruire en fait, pour gagner sa propre liberté. Et puis finalement c'est ça la psychogénéalogie, c'est réussir à mettre le doigt sur quelque chose qui nous hantait, dont on n'avait pas conscience. Et c'est le jour où on met ce doigt dessus, qu'on prend son élan, qu'on se libère de ça et qu'on trouve son propre chemin. Et j'ai l'impression, quand j'ai lu le roman, que cette question de la psychogénéalogie était intimement liée avec le travail de Billy, puisque oui, Billy est une artiste et au début du roman, comme j'ai dit, elle prépare une exposition et il lui manque une dernière œuvre à faire pour que le vernissage ait lieu. Mais elle peine un peu à produire cette dernière toile. Et après la mort de sa mère, ces difficultés-là se transforment en véritable blocage. Et tout au long du roman, elle devient incapable de créer et de donner vie à cette dernière toile. Donc pourquoi avoir choisi ce personnage d'artiste ? Et comment vous avez articulé justement la figure de l'artiste et cette question de la créativité avec celle de la psychologie et de la filiation ? Alors comme je disais tout à l'heure, au moment où le récit commence, elle travaille sur des œuvres au fusain assez tourmenté, qui correspondent en effet à son état d'esprit. Ça fait quelques années qu'elle travaille là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il va y avoir toute son évolution artistique, enfin surtout psychologique, tout ce qu'elle va découvrir sur sa famille, et on va voir que son travail artistique va évoluer en même temps, puisqu'elle va à un moment se mettre à le rejeter totalement, et que ce travail artistique, cette patte artistique va être totalement transformée à la fin du livre, hein, puisqu'elle va quitter la noirceur et qu'elle va partir sur un outil différent, sur la couleur, etc. Et à la fois cette évolution de son art, et on a aussi l'art comme moyen de communiquer, de raconter les choses, puisque c'est en découvrant le secret qu'on s'en libère, mais c'est aussi en essayant de le mettre en mots ou en images, en essayant de le sortir en fait. Et elle, ça va être sa manière de le faire. Son art, ça va être sa manière de raconter ce secret. Oui, les deux parcours en fait se font de manière parallèle, c'est-à-dire que l'art est émancipateur, mais en même temps, elle peut pas s'émanciper si elle n'a pas accès à son histoire, et à la fin, l'art lui permet de se libérer une dernière fois de son histoire. Donc tout est vraiment très très lié. Et puis ça lui permet de mettre vraiment en lumière l'histoire de sa famille, alors sans que les gens qui voient ces tableaux sachent forcément ce qu'il y a derrière, ce que ça raconte, mais en tout cas l'histoire est portée à la lumière en fait.
Ces thèmes de filiation, d'héritage, du passé qui revient un peu nous hanter, et qu'on vient juste d'évoquer, ça se retrouve pour moi jusque dans l'écriture et dans la structure même du roman. C'est-à-dire que les souvenirs d'enfance de Billy sont étroitement mêlés à la narration tout le long du roman, tout comme l'histoire de Louise, puis ensuite celle d'Adèle. On ressent un vrai mouvement, un entremêlement des pensées et des souvenirs qui pourrait encore une fois faire penser au mouvement de l'eau. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de bâtir cette structure narrative qui est quand même assez particulière et assez subtile et qui permet de mettre en lumière l'histoire des 3 femmes de manière différente tout en montrant à quel point elles sont liées? Alors c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été un long travail de maturation en fait, parce que finalement toute la matière a été là assez vite, donc il a fallu décortiquer, tisser tous ces liens qui les relient, comprendre aussi pourquoi, parce que finalement quand on écrit il y a aussi une part d'inconscient, il y a des choses qui se mettent en place, on ne sait pas forcément pourquoi au moment où on le fait. Donc ça a été à la fois comprendre pourquoi ces 3 femmes étaient là, pourquoi leur histoire, comment elle était liée. Donc ça a été, voilà, je dirais un travail de tissage et d'éclairage. Moi-même, il a fait que je comprenne pourquoi toutes ces choses étaient là et qu'est-ce que j'en fais et comment je les relie, ouais. Avec cette question, en fait, j'empiétais déjà un petit peu sur tout ce qui a trait à l'écriture. Donc, on va pouvoir commencer à parler un petit peu de vos débuts en tant qu'auteur. Les Heures solaires, c'est votre 2e roman, ou le premier en termes d'écriture. Mais le premier paru, c'était Une baigneuse presque ordinaire, qui était publié aux éditions Acme, qui est une petite maison d'édition indépendante. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce roman, de comment vous l'avez conçu et comment vous êtes parvenu à le publier? Alors Une baigneuse presque ordinaire, donc je l'ai écrit au moment où donc Les Heures solaires étaient dans un tiroir. J'aime beaucoup l'univers des contes. J'aime beaucoup les contes d'Anderson. Il y avait un conte qui me plaisait particulièrement, c'était La Petite Sirène. Alors pas La Petite Sirène de Disney, le dessin animé. Voilà, mais la version initiale qui est assez triste, qui est très sombre, qui est assez sombre. Et je suis partie de là en fait de ce conte. Donc on commence le récit avec un homme, un publicitaire d'une 40aine d'années qui trouve une femme échouée sur une plage un matin, qui la ramène chez lui et qui cherche à connaître en fait son identité, d'où elle vient. Elle est muette. Donc il y a aussi, alors c'est un thème qui est récurrent, il y a aussi à nouveau un travail sur la mémoire, sur l'identité. Donc c'est un récit qui pourrait être qualifié de fantastique puisqu'il parle de tous ces mythes, mais qui moi était plus une recherche psychologique, une recherche autour de l'identité, et où l'eau est à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, l'océan est très présent. On n'est pas du tout dans la rivière de V, là on est vraiment au bord de l'océan. C'est pareil, là, comme avec V dans Les Heures solaires, j'ai pas voulu citer le lieu exactement, donc chaque personne pourra créer son imaginaire autour de ça. Mais ce premier livre est donc paru chez Acme Éditions en 2014. Comment ça s'est passé? J'ai envoyé mon manuscrit à des maisons et Marie, qui venait de créer donc sa jeune maison d'édition, a aimé le manuscrit et l'a publié. Voilà, c'était en 2014. Comment s'est passée la rencontre avec votre éditrice actuelle chez Stock? Alors, ma rencontre avec Caroline Laurent chez Stock s'est faite en 2017, donc il y a bientôt 2 ans. J'ai envoyé mon manuscrit Les Heures solaires, donc j'avais retravaillé à plusieurs maisons d'édition, et je l'ai envoyé aux Escales, que vous connaissez, qui est un domaine français. Oui, tout à fait. Et à l'époque, Caroline Laurent travaillait donc, était éditrice aux Escales, et elle avait créé cette fameuse collection du domaine français. Donc, je l'ai envoyée en juillet 2017. Elle l'a lu au courant de l'été, et puis elle m'a envoyé un message en septembre en me disant qu'elle avait aimé, qu'elle souhaitait le publier. Donc ça a été un moment très 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 fort, très très émouvant. Je l'ai rencontrée donc en septembre. Et donc elle souhaitait le publier à la rentrée littéraire de septembre 2018. On a commencé à travailler ensemble, à fouiller certains personnages. Voilà, on a commencé ce travail. Et puis, au mois de mars 2018, elle m'a annoncé qu'elle partait donc chez Stock pour créer une nouvelle collection qui s'appelle Arpège, qui a été lancée avec 2 romans en janvier 2019. Et donc je l'ai suivie, et c'est comme ça que j'ai pu participer à l'aventure de la création d'Arpège, qui a été lancée donc avec Les Petits Garçons de Théodore Bourdeau. Oui. Et Les Heures solaires le 2 janvier. Caroline Laurent, c'est quelqu'un qui est qui est dans la bienveillance, qui accompagne ses auteurs. C'est une relation forte qui se crée avec elle.
Donc ça, c'est une relation qui est très humaine. Et puis après, chez Stock, il y a toute une équipe aussi. Vous étiez bien encadré et bien entouré. Ouais, exactement. Alors, une question qui m'intéresse toujours énormément, c'est de comprendre un peu mieux tout le processus qui entoure l'écriture et comment chaque auteur fonctionne un petit peu, parce que chaque auteur fonctionne différemment. Donc, comment ça se déroule pour vous ? Est-ce qu'il vous faut du temps pour écrire ? Est-ce que vous suivez un plan structuré, des structures bien établies, ou bien vous laissez plutôt aller au fil de la plume ? Bref, j'aimerais savoir quel type d'écrivain vous êtes. Alors moi, j'aime bien me laisser, ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien me laisser aller, écrire par G. Et pendant longtemps, j'ai écrit par G aussi, parce que j'ai toujours cherché plein de petits moments à côté de mon activité professionnelle. Donc j'ai beaucoup écrit dans les cafés, j'ai beaucoup écrit dans les transports en commun, dans les bus. À un moment, j'avais des longs trajets, donc j'avais toujours un petit carnet ou mon téléphone. J'ai beaucoup écrit sur mon téléphone aussi. Donc ça a longtemps été des tout petits moments comme ça que je cherchais. Et j'aime bien avoir tous ces morceaux finalement qu'à un moment je rassemble. Donc je dirais que j'écris pas avec un plan préétabli, et j'aime bien parce que au moment où je me lance dans l'écriture, souvent j'ai l'impression que je vais lire quelque chose presque. J'ai envie de savoir la suite parce que je la connais pas forcément. Vous êtes votre première lectrice. Exactement. Non, j'ai hâte de savoir un peu ce qui va émerger, pourquoi, parce que quelquefois il y a des choses qui viennent et on se demande pourquoi on les a écrites. Donc vous avez une écriture assez intuitive, j'ai l'impression. Oui, c'est complètement ça. J'écris vraiment, c'est l'intuition. Il n'y a pas forcément de plan pensé à l'avance. Par contre, après, il y a vraiment un travail je reprends beaucoup mes textes. Oui. Ensuite, je relis, je reprends, je mêle les choses. Puis quelquefois, j'ai finalement un texte et je comprends plus tard les raisons pour lesquelles je les ai écrites. Ah oui, cette question de la réécriture, ça aussi, c'est une question qui m'intéresse tout particulièrement, parce qu'on pose souvent la question à l'auteur de son rapport à l'écriture. Et moi, souvent, je me pose la question du rapport à la réécriture, oui. Parce que écrire et réécrire un roman, c'est pas vraiment, voire pas du tout le même travail. Du coup, vous, comment vous abordez cette étape-là ? Parce que votre écriture est quand même très, justement, travaillée, très soignée. On sent, en tout cas moi, j'ai l'impression que l'écriture est très pensée. Et comme vous avez dit que vous suiviez pas de plan préconçu, j'imagine que cette étape de réécriture était quand même un travail important. Oui. Alors je pense qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment de l'intuition. Donc pour moi, tout a un sens aussi. Les choses à un moment arrivent, se posent et... Alors il y en a bien sûr certaines que je vais laisser de côté, que je vais effacer. Mais souvent, les choses se posent là, sur la feuille, pas par hasard. Et ensuite, ce travail de réécriture, pour moi, c'est un peu de la dentelle. Et oui, je vais reprendre les choses. Et oui, c'est un peu comme une broderie, tout doucement, qu'on retravaillerait. Donc le plus long finalement, c'est vraiment de reprendre le texte, de le retravailler, de le peaufiner plutôt que de l'écrire. C'est un mélange des deux, je pense, parce qu'il y a aussi tous ces petits jets qui se multiplient. Et là, par exemple, je travaille sur le prochain et c'est pareil, c'est des petits moments que je cherche à se construire tout doucement. Et quelquefois, je me demande toujours si ça va évoluer, si les thèmes vont changer, où est-ce que je vais exactement. C'est des périodes un peu à l'aveugle, mais j'aime bien ça. Justement. Pour revenir au sujet de la relation auteur-éditeur, comment l'éditeur, en tout cas comment votre éditrice s'intègre dans ce processus de réécriture, parce que c'est aussi quelque chose dont on entend souvent parler, mais est-ce que c'est pas trop difficile en tant qu'auteur ? Enfin, c'est un sentiment qui est propre à chacun, j'imagine. Est-ce que c'est pas trop difficile de laisser quelqu'un d'autre comme ça s'immiscer entre guillemets dans l'écriture, même si c'est son rôle évidemment, mais en tant qu'auteur, comment on gère un petit peu ce rapport-là ? Alors moi justement, c'est ce que je cherchais. Oui. C'était vraiment avoir un œil critique. Parce que c'est vrai qu'on peut faire lire nos écrits à notre famille pour avoir un avis, mais souvent c'est pas purement objectif. Et au contraire, moi, c'est ce que j'attendais, c'était avoir un œil critique, quelqu'un qui m'aide aussi, qui m'accompagne, qui m'aide à accoucher entre guillemets du texte, à aller plus loin. Parce que quelquefois, on va avoir des petites zones de blocage, des choses. Je me souviens que Caroline m'avait demandé d'approfondir un petit peu un personnage, une relation entre deux personnages, et je me suis aperçue que finalement, je l'avais pas fait parce que c'était un point qui était peut-être plus compliqué pour moi, mais c'était quelque chose qu'il fallait fouiller absolument. Et c'est important d'avoir cet œil de l'éditeur, alors à la fois pour le fond, parce que quelquefois il faut aller plus loin, et aussi pour tout ce qui est justement dans l'écriture, dans les répétitions, on peut avoir des tics de langage, c'est important, il y a
voilà, il y a à la fois ce travail de fond et ensuite ce travail d'entelière qui vient derrière et qui permet après d'approfondir le texte au niveau du style et au niveau de ce que je disais tout à l'heure, de la broderie, entre guillemets. Donc c'est une relation de confiance à instaurer avec, avec l'éditeur. Oui, puis c'est une relation de confiance et c'est aussi une relation bienveillante et ouverte parce que je pense que l'auteur, s'il y a des choses, il n'est pas d'accord, il peut le dire. C'est aussi une discussion. Donc moi, je me suis pas sentie, au contraire, j'attendais ça. Je me suis pas sentie forcée de corriger les choses, de les changer. Non, j'ai plutôt eu l'impression que ça améliorait le texte et que ça m'emmenait vers du mieux, même si c'est jamais parfait. Généralement, moi, ça a été comme ça. Quand le livre est imprimé, je l'ouvre plus. Il est fini, il n'est plus question de regarder. Surtout pas, oui. Et il faut passer à la suite. Alors. Exactement. Pour finir, j'aimerais savoir si de temps en temps, il vous arrive d'être confronté à la page blanche et si oui, est-ce que vous avez un petit conseil ou une méthode ou une façon de procéder pour surmonter vos blocages ? Alors ça m'arrive en effet d'avoir... alors justement, en parlant de blocage, ça m'arrive... ce que j'appellerais la page blanche, c'est ces petits moments de blocage où on sent qu'il y a des clés qui n'arrivent pas à se déverrouiller. On bute contre quelque chose et là en général, c'est pas des périodes évidentes. On sent qu'à un moment, quelque chose va se déverrouiller. Mais alors dans ces cas-là, moi j'ai tendance à pas mal me nourrir à côté, à lire, à regarder des films, à regarder à droite à gauche et je me dis toujours qu'il y a un petit signe, un moment qui va arriver, qui va me... L'étincelle qui permet de relancer l'inspiration. De relancer la machine. C'est ça. Merci beaucoup Caroline d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'était un vrai plaisir. Merci. J'encourage tous les auditeurs à découvrir votre univers et votre écriture car ce roman m'a vraiment personnellement beaucoup marqué et j'avais vraiment à cœur de le partager. Donc merci à vous. Merci Émilie. Vous pouvez retrouver Caroline Cogan sur son compte Instagram, Caroline Cogan-auteur, et Les Heures Solaires dans toutes les bonnes librairies comme on dit. Pour ne rater aucun épisode de La Page Blanche, pensez bien à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, pensez bien aussi à mettre une note à La Page Blanche et si vous avez juste une petite minute à laisser un avis. On peut penser que ça sert pas vraiment à grand chose, mais pour la visibilité du podcast et pour l'aider à se faire connaître, les avis sont essentiels et chaque commentaire compte. Donc vraiment merci d'avance à tous ceux qui vont prendre un petit instant pour le faire parce que ça vraiment ça m'aide beaucoup. Et si vous n'avez pas Apple Podcast, j'attends quand même vos réactions et vos impressions sur Instagram via mon pseudo Émilie de Zélienne. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos retours, donc n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions ou simplement pour discuter à propos d'épisodes. Une dernière chose avant de vous laisser, nous sommes déjà au 3e épisode du podcast et j'ai vraiment envie de vous proposer toujours plus d'entretiens avec des auteurs qui viennent d'horizons divers et qui écrivent aussi des choses différentes. Donc si vous avez des suggestions d'invités à me faire pour le podcast, n'hésitez surtout pas. Que ce soit des auteurs de polar, de bande dessinée, de romans graphiques, des auteurs jeunesse ou pourquoi pas des essayistes. J'ai vraiment envie de diversifier au maximum le contenu que je vous propose dans la page blanche. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans l'approche du métier d'auteur au sens large et j'ai envie de croiser comme ça différents genres, différents parcours et pas simplement parler de la littérature de fiction ou de romans. Bref, je suis ouverte à toute suggestion donc n'hésitez pas à me proposer des noms de personnes que vous connaissez ou que vous aimeriez tout simplement entendre dans le podcast. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc merci à tous pour votre écoute et pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.